Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Bienvenue dans la bande. Cette année, et pour la première fois, Calédonia a décidé de soutenir une cause. Elle sera différente tous les ans et nous avons choisi le droit de l'enfant. Un choix de la rédaction lié à la situation des enfants au pays et surtout pendant cette période charnière qui nous pousse à nous projeter vers l'avenir. Mais vous allez très vite le comprendre au cours de cette émission. Et pour soutenir au mieux cette cause, nous avons besoin de savoir quelle est la situation des enfants aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, quelles sont les urgences à traiter en priorité pour ces enfants et quelles sont les mesures existantes et qui fait quoi. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau trois de nos invités. Madame Jocelyne Chenevier-Lemoine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte en Nouvelle-Calédonie, la ZANC. Vous êtes accompagnée de Marc Pelofi, qui est le directeur. Bonsoir. Merci Bonsoir. À vous. Vous êtes déplacé de Nouméa pour nous rejoindre ce soir à Koné. Et puis je reçois également Madame Adeline Enrico, qui est chef du service de l'aide sociale à l'enfance en province Nord. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci pour votre invitation. Eh bien, c'est nous qui sommes honorés d'avoir votre présence. Alors, ma première question, je vais m'adresser à vous. On va s'intéresser à la province Nord. Vous faites partie donc, du service social de l'aide à l'enfance. Dans votre secteur d'activité, dans votre zone géographique, quel constat faites-vous concernant les enfants dont vous vous occupez? Alors, c'est un constat qui est lié à une prise en charge des enfants en situation déjà identifiée, en difficulté. Donc on a un certain nombre de prises en charge, que ce soit au niveau de la petite enfance, à travers des professionnels de la PMI, les professionnels du milieu enseignant qui interviennent au niveau des droits de l'enfant pour apprendre aux enfants quels sont eux-mêmes leurs droits et leurs devoirs, bien évidemment. Mais les professionnels enseignants aussi sont des partenaires privilégiés de ce sujet-là. On a également sur le plan de l'adolescence la prise en charge par le secteur enseignant, mais la versant établissements secondaires qui prennent en charge également ces différents dispositifs. Et puis, on a ce dispositif spécifique de protection de l'enfance. Donc, à partir du moment où un enfant est identifié, signalé par un de ces partenaires-là en situation difficile, en situation de danger, qu'il soit avéré ou non, on a un système qu'on appelle l'information signalant qui nous est transmis, pour lequel donc on va mettre en place ensuite des mesures de protection pour ces enfants. D'accord, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le constat? Quel constat on peut en faire? Est-ce que vous constatez une situation qui est alarmante ou non? Les droits de l'enfant, c'est de pouvoir leur garantir un développement sain dans un environnement sain. Donc à partir de ce moment-là, en province Nord, comme je suppose dans l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, les parents mettent en place ce qui est bon pour leur enfant. Nous, on a une vision vraiment particulière de l'enfance. C'est-à-dire à un moment donné où en effet il y a une carence, où il y a une défaillance, où il y a vraiment nécessité d'intervenir. Par contre, la prise en charge des enfants en Nouvelle-Calédonie par les parents, ça constitue simplement à leur donner un toit, à leur donner une alimentation saine, à leur permettre d'accéder à l'éducation. Est-ce qu'on a de plus en plus d'enfants qui doivent être pris en charge par vous? On a une file active de 270 enfants par an en province Nord. Donc c'est un chiffre qui est finalement assez bas. Oui. Alors, même question pour la ZANC. Vos missions sont vastes, elles parlent de services d'accueil, de la petite enfance ou encore de rencontres avec les parents. Et concernant les enfants et les jeunes adultes, quel est le constat que vous faites sur leur situation aujourd'hui? Eh bien, ma foi, il y a un constat, il y a un constat qui fait que nous, les enfants, on a
je rejoins un peu les chiffres de Madame Cerno de la province Nord, concernant qu'il y a quand même peu d'enfants. Nous, la sauvegarde de l'enfance, nous avons 2 foyers encore, à Pointe-Guillemets, la maison des femmes et la maison des enfants, et surtout notre action est orientée vers la prévention. Prévention en lien avec certaines communes, par exemple commune de Païta, commune de Boulou-Paris, de Thio, de Bourail. Et donc, nous menons beaucoup d'actions pour justement, dans ce cadre de la prévention, qui concerne un maximum d'enfants. Que ce soit des enfants issus des établissements scolaires, que ce soit des adolescents, enfin, ça touche énormément d'enfants. 200, le chiffre donné ce soir, c'est un chiffre qui évolue, c'est-à-dire qui a régressé, qui a augmenté. Pour ce qui concerne la province Nord, on est en augmentation chaque année, mais c'est pas forcément significatif. C'est-à-dire c'est une progression normale, je dirais, de prise en charge des enfants en situation difficile. Est-ce que c'est préoccupant, Marc Peloffi ? Alors pour moi c'est très préoccupant parce que pour moi oui il y a une progression énorme qui n'est pas forcément prise en charge dans les chiffres des services de la DEPAS puisque comme l'a indiqué la présidente nous intervenons beaucoup dans le domaine de la prévention. Aujourd'hui la société calédonienne, aujourd'hui les enfants sont, et tout le monde le constate, sont victimes de l'alcoolisme, d'un alcoolisme et de cannabisme majeur qui détruit, et je n'exagère pas quand j'emploie ce mot, qui détruit la société. Nous avons cette violence, nous avons ces vols à répétition, nous avons ces destructions, nous avons ces femmes qui sont battues. Le fond en est la violence à cause de l'alcool. L'alcool devrait être décrété cause majeure, principale en Nouvelle-Calédonie. Et si je le dis, ce n'est pas que moi, cela a été noté dans les assises des Outre-mer comme cause majeure en Nouvelle-Calédonie. Cela a été repris par le Conseil économique et social et environnemental comme étant un problème auquel nous devons agir rapidement, nous devons prendre des mesures très rapidement, autrement notre société va être en grande difficulté. D'accord, justement, l'urgence peut-être à traiter de suite, pour vous, peut-être en province Nord, de suite, ce serait quoi ? C'est le non-respect du corps de l'enfant. Pour moi, il y a dans l'identification des droits de l'enfant, il y en a un qui me semble être aussi une cause majeure, c'est le respect du corps de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a encore au jour d'aujourd'hui des jeunes enfants, très jeunes enfants, qui sont victimes de faits de violence et de violences sexuelles qui vont détruire leur vie à tout jamais. Et ça, on ne peut pas se satisfaire d'un chiffre, par exemple. On n'a pas de chiffre donc. On a des chiffres, sauf qu'il en resterait encore une seule enfant dans cette situation-là. C'est inacceptable. Voilà. Donc pour moi, la cause à traiter de façon urgente parce qu'elle est récurrente, c'est la protection du corps de l'enfant. Et les victimes, elles ont des difficultés. Je pense qu'elles ont des difficultés vu que c'est des enfants. Donc autour, peut-être la cellule familiale ou l'enseignement autour. Est-ce que c'est difficile d'en parler ? Alors, c'est difficile d'en parler, il y a peut-être encore des tabous, sauf qu'il y en a quand même de moins en moins et nous avons tous la responsabilité d'en parler, la responsabilité de pouvoir ouvrir des lieux d'expression à ce sujet, parce que moins on en parlera, plus ça restera tabou et plus ça restera enfermé. Donc du coup, nous avons tous notre responsabilité d'adultes, que ce soit institutionnelle ou simplement citoyenne, de ne pas laisser les situations en l'état. C'est encore au jour d'aujourd'hui tellement grave qu'on en est tous toujours très étonnés. Ah oui, ça arrive encore.
Voilà, une jeune fille qui va donc, dans un contexte bien particulier, attention, c'est des contextes d'alcoolisation, je rejoins, c'est des contextes où l'autorité parentale n'est pas forcément sur place et où l'enfant va se trouver livré à des adultes ou même d'autres mineurs à des jeux sexuels, et ça c'est extrêmement grave pour moi, c'est inadmissible. Il y a des contextes qui reviennent et qui... à chaque fois, donc c'est pas... Oui, c'est récurrent, c'est-à-dire qu'on le sait, c'est lié à des moments festifs non encadrés par des adultes sains à ce moment-là. Alors, même question pour la ZNC, je vous laisse... Moi, je pense, je rebondis sur ce qu'a dit Adeline, il faudrait absolument travailler sur la parentalité. Dès le départ, dès que les enfants naissent et même avant, faire une éducation des parents. L'école des parents, c'est quelque chose de primordial. Apprendre aux parents leurs droits et surtout leurs obligations, leurs responsabilités. Et je pense que là, il y a un gros travail à faire. Justement, on va rester sur les missions, sur la parentalité. Donc, je le disais, vous avez de nombreuses missions à l'ASIA-ANC. L'INSEE WAMO, qui est l'une de nos journalistes, vous a suivi lors d'une d'entre elles. Il s'agit de la prévention de la déscolarisation et la prévention sur l'espace périscolaire. Le nom, comme ça, on a l'impression qu'on ne voit pas le lien en fait avec la parentalité. C'était vendredi à Païta. Je vous laisse regarder. La maltraitance. Quand on entend ce mot, on pense généralement aux violences physiques. Mais il existe d'autres formes de violence moins visibles. Bonjour les petits. Vous êtes arrivés avec qui ce matin? Avec papa. Avec papa. Vous avez déposé à quelle heure? 6 heures. Là, vous restez tranquille là. Vous n'allez pas sur la route. Vous n'allez pas aussi derrière là. Chaque fois on ne fait rien. L'école commence à 8h moins le quart. Pendant 2 heures, ces enfants seraient restés sans surveillance si Cathy et sa coéquipière n'étaient pas là. Et malheureusement, les agents de l'ASIA-ANC rencontrent ce genre de cas trop souvent. Alors vous commencez à quelle heure la bande? On commence à 8h. À 8h. Ici, Cathy, c'est un peu la grande sœur. Sa mission, veiller sur les plus jeunes. On va vers eux, on leur demande à quelle heure ils commencent. Et puis après, voilà, on parle un peu avec eux, on essaie de placer aussi une bonne entente, on va dire. On voit aussi pour les personnes des fois qui sont sous, ou qui sont dans les voies publiques. Voilà, on vient, on leur prévient, on leur dit de ne pas boire ici, c'est un lieu public. Il y a les écoles aussi, il y a les enfants qui sont là. Et la surveillance ne se fait pas que devant les portes des écoles. Tania, on s'assoit, bonjour. On met la ceinture, s'il vous plaît. Correctement, s'il vous plaît. À Païta, tous les transports scolaires publics sont accompagnés d'agents de l'ASIA-ANC. On met la ceinture, s'il vous plaît. Et même à l'arrivée, des agents sont là aussi pour accompagner les enfants jusque dans l'école. Voilà ton cartable. Ici, on ne rigole pas avec la sécurité des enfants. Les 77 agents de l'ASIA-ANC sont surveillés sans cesse par une coordinatrice. Durant leurs activités, les agents peuvent être amenés à faire des signalements. Mais ce n'est bien sûr pas le cas tous les jours. Il faut savoir quand même qu'on ne passe pas notre vie à faire des signalements tous les jours. On pourrait tout signaler. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de mettre mal à l'aise les parents en signalant aux services sociaux la moindre chose qui nous chagrine. C'est déjà d'ouvrir un dialogue, une discussion, un échange pour essayer de remettre un enfant soit dans le droit chemin ou soit discuter avec les parents pour éviter certaines dérives. Fin des cours, et les tricots rouges sont de nouveau là. Mais cette fois-ci, ils n'hésitent pas à interpeller certains parents pour des comportements que l'on peut parfois penser sans danger pour les enfants.
et les gens sur les trottoirs n'ont pas à se garer sur les trottoirs. Ils mettent en danger les enfants, c'est inadmissible. Donc on bloque les voitures ici, il n'y a que les transports scolaires qui doivent passer. C'est un peu excessif parce que après, des fois, on arrive, mais il n'y a plus de place. On est obligé d'aller sur les trottoirs. Là, les gens, ils sont en train d'aller se garer sur la rue, carrément sur les trottoirs. S'ils veulent, si c'est comme ça, ben, ils ont qu'à agrandir leur parking. À peine 10 minutes après, Ben remarque un autre problème. Le nombre d'enfants dans ce bus privé. Quand on voit un bus comme elle, par exemple, un minibus, elle a 9 enfants alors qu'elle n'a que 8 places, d'accord. Elle a un enfant de trop, hein, et en plus elle n'a pas de TRP. Donc elle a déjà été verbalisée par les gendarmes à plusieurs reprises. Ben, ça va lui servir de leçon parce que, donc voilà. C'est des gens qui n'en ont strictement rien à faire. Alors ces gens-là, ils n'en ont strictement rien à faire des enfants. Donc là, c'est quand même de la maltraitance d'enfants. Elle les entasse, elle attend encore des enfants. Ils vont se retrouver à 12 ou 13 enfants dans un minibus de 8 places. Donc c'est quand même inadmissible qu'on puisse laisser faire ça. Résultat, nouveau signalement à la gendarmerie ainsi qu'à la DI3T pour ce transporteur multirécidiviste. La journée n'est pas finie pour l'équipe de l'ASEANC. Prochaine étape, les sorties des collèges et lycées de Païta. Alors c'est un dispositif qui existe déjà depuis 6 ans. Alors c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'on a plus de difficultés avec les adultes, les parents qu'avec les enfants. Oui, en quelque sorte, oui. Les enfants connaissent maintenant bien les animateurs, les animatrices, et donc par conséquent, ils sont obéissants, hein, et tandis que les parents, eh bien, ma foi, les parents ne respectent pas toujours les consignes. C'est aussi le cas en province Nord ? On parle de parentalité, est-ce que ça... On travaille au maximum à domicile. Donc on a également nos éducateurs qui interviennent dans les familles d'accueil et on a aussi une autre association qui est la PEJ et qui va au contact des enfants au sein de leur environnement d'origine. Donc pour travailler justement avec les parents à tenter de résoudre les causes qui ont amené un signalement et les causes qui ont fait qu'il y a une carence ou une situation d'enfance en danger. Voilà. Donc on travaille avec les parents, avec l'environnement parental, parce que peut-être une des spécificités ici, c'est qu'il n'y a pas simplement une famille monoparentale avec un père et une mère, on a une prise en charge globale de l'enfant qui permet justement un étayage de cette parentalité. Parallèlement, le pendant, c'est que la responsabilité peut aussi se déliter, c'est-à-dire que ce ne soit pas identifié au niveau du père ou de la mère, mais comme c'est une cellule familiale élargie, plus personne ne sait peut-être qui peut s'occuper de l'enfant ou qui doit s'occuper de l'enfant. Justement, j'allais vous poser la question sur les spécificités dans ce pays. Est-ce qu'on prend en compte justement le fait que... voilà, par exemple, chez les Océaniens, l'enfant seul n'existe pas. Il y a vraiment une famille, un clan et tout ça, une structure. Une structure. Ça démarre dès le tribunal quand la situation passe. On a avec nous des assesseurs coutumiers donc, qui veillent et qui expliquent ou réexpliquent la place que doit avoir l'enfant dans sa coutume. Donc ensuite, le travail est fait avec ces assesseurs coutumiers pour que cet enfant ne soit pas retiré de son milieu d'origine. Il est déplacé à un moment donné pour une raison bien particulière et nécessaire. Toujours est-il que le travail des travailleurs sociaux va être de replacer l'enfant dans son milieu d'origine et s'assurer en effet de sa place au sein de la coutume, au sein de sa tribu, au sein de son clan. Ça, c'est le travail primordial. Et dans les missions avec l'ASEANC, les missions de prévention, de parentalité, on prend en compte ces spécificités culturelles ? Bien entendu, les spécificités culturelles doivent être prises en considération car on ne peut pas les ignorer et si on ne les prenait pas en considération, on n'aurait aucun résultat. Mais il faut souligner qu'aujourd'hui,
quelles que soient les origines culturelles. Nous avons une perte de responsabilité des parents. Le gouvernement a bien été obligé même de prendre des mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est prévu de supprimer des allocations familiales lorsque les enfants ne vont pas à l'école. Et ça, c'est bien de la responsabilité des parents que l'on soit dans un univers élargi ou que l'on soit dans une cellule plus restreinte, l'enfant doit aller à l'école. Et on constate, hélas, que les parents sont de plus en plus, oublient leur mission première. Adeline parlait des violences sexuelles. Là, moi, je vous parle du fait de ne pas aller à l'école. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ce ne sont pas les pouvoirs publics, ce ne sont pas les associations qui sont les éducateurs des enfants. Les premiers éducateurs, ce sont les parents. Il faut leur rappeler. Alors, avant de poursuivre, nous parlons de droits de l'enfant, mais il est important de les rappeler, notamment ceux rédigés dans la Convention internationale des droits de l'enfant, texte juridique qui a pour but de protéger les droits de l'enfant. Nous en citerons les 10 principaux sur les 42. L'enfant a droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou de son sexe. Le droit d'avoir un nom et une nationalité. Le droit à une alimentation suffisante et saine. Le droit d'être soigné et de bénéficier de soins et de traitements adaptés à l'âge. Le droit à l'éducation. Le droit d'être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions. Le droit de jouer, de rire, de rêver. Le droit d'accéder à l'information, d'exprimer son avis et d'être entendu. Le droit d'être protégé de la violence et de l'exploitation, et enfin le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés ou handicapés. Donc le droit de l'enfant, une cause que Calédonia a choisi de défendre aujourd'hui. Alors, pour Calédonia, la montée de la délinquance, la répression, l'augmentation de policiers, de gendarmes, le nickel, le référendum, tous ces thèmes occupent les discussions chez les politiques comme dans les médias. Nous faisons donc le triste constat que l'enfant n'est pas considéré comme une priorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Je ne sais pas, c'est un constat très restreint. L'enfant est le futur citoyen. L'enfant, c'est les êtres humains en devenir. Ce sont nos Calédoniens, ce sont les futurs dirigeants de ce pays. Donc, un tant soit peu, ils sont toujours au cœur du sujet. Maintenant, que ce soit une cause en soi, oui, c'est nécessaire de le rappeler parce que ces droits ont été établis il y a un certain nombre d'années. On en parle encore au jour d'aujourd'hui, ça veut dire quand même que tout n'est pas réglé et c'est peut-être ça le problème. Voilà. Un avis ? Oui, alors justement, je voudrais rebondir sur le point numéro 10 que vous avez évoqué, sur l'enfant et le handicap. Oui. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie dans une situation absolument inadmissible, impensable. C'est-à-dire qu'il y a une structure pour s'occuper des enfants handicapés qui s'appelle l'IME, l'IMPRO. Aujourd'hui, si vous n'habitez pas à proximité de l'IME ou de l'IMPRO, vous ne pouvez pas faire bénéficier votre enfant de cette structure. Donc la SEANC s'est saisie du problème et vient de déposer un projet de création d'un internat qui permettrait à des enfants qui viennent de la province nord, qui viennent de la province sud ou qui viennent de zones un peu plus éloignées de la province sud, du droit d'accéder à cet accompagnement, à cet enseignement spécifique pour enfants handicapés. On n'imagine pas, hein, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Pourquoi Tout simplement parce que cette structure IME et IMPRO ne bénéficie pas d'internat, d'hébergement. Donc des enfants qui habitent un peu loin ne peuvent pas bénéficier de cette mesure qui est spécifique pour des enfants présentant certains types de handicap. Donc c'est une inégalité entre les enfants calédoniens qui est peu connue, qui est inadmissible.
et qui relève de l'article 10 des droits de l'enfant. Convention des droits de l'enfant. En province Nord, nous avons fait un reportage immersion à la Maison de l'Enfance Côte-Ouest, la MECO. Je vous propose de revoir ce reportage. Pourquoi il y a que ça? Ben oui, t'as pas besoin de temps pour coller tes petites Si, fleurs. j'ai besoin de tout. Attention, attention, doucement. Là, on est en train de faire des cadres. Et il y en a qui font des cadres, voilà. Et ça, c'est pour décorer leur chambre ou les lieux de vie. Et tu vas coller où? Dans ta chambre ou dans la salle de vie? Dans ta chambre? Ok. Les activités qu'on va leur proposer seront définies en fonction de leurs problématiques individuelles et elles sont variantes. Donc ça peut partir d'un atelier, par exemple pour travailler l'estime de soi. Là, ce que le groupe des filles projette, ils ont déjà commencé les démarches, hein, c'est rencontrer la coiffeuse, une salle de gym, pour pouvoir y participer. Et tout ça, elles le feront accompagnées des éducatrices. Le garçon, c'est l'heure de se séparer pour aller dormir, comme il est 20h30. Demain, il y a le stage. Il y a la dimension du quotidien. Je suis là pour veiller à ce qu'ils mangent bien. Je prends le relais un peu des parents, quoi. À l'école, je fais le suivi au niveau de l'école, c'est-à-dire les rencontres parents-profs. Je m'assure à ce qu'ils fassent les devoirs le soir. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté, des fois, ils ont un coup de blues, des fois... Donc moi, je suis là aussi pour les rassurer, pour les aider. Ok, demain, 6h, le réveil. Peut-être rappeler à quoi sert la MECO? C'est un établissement de placement d'enfants, donc soit à caractère administratif, c'est-à-dire que ce n'est pas judiciarisé, la situation elle est juste carencée, ou soit justement judiciarisé à partir du moment où la justice a estimé qu'il fallait une mise en protection immédiate de l'enfant. Donc l'enfant est extrait de son milieu naturel, placé donc dans un établissement tel que celui-ci, où on va l'accompagner dans sa vie quotidienne de façon à ce qu'il ait un lieu de vie, de repos sécurisé, et tout en travaillant évidemment avec les parents ou l'autorité parentale en général pour créer du lien. Il ne s'agit absolument pas de séparer, de couper, mais par contre de prendre le temps de se poser, d'analyser ce qui s'est passé pour pouvoir traiter, tant que bien que mal, les causes là où elles sont à traiter, c'est-à-dire pas forcément au niveau de l'enfant. Là, vous avez vu une intervention vraiment centrée sur l'enfant et c'est normal, mais l'enfant, il n'est pas en dehors de son milieu. L'enfant, il appartient à son milieu et son milieu, il faut aller justement le traiter. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a des résultats? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionnerait si nous étions au chômage. Ça fonctionnerait si nous n'avions plus à intervenir. Ça fonctionnerait si l'ensemble des autorités parentales prendraient cette cause à bras-le-corps. Ça marcherait si on n'avait pas à identifier des problèmes d'alcool, des problèmes de violence sexuelle. Donc je ne peux pas prétendre que ça marche, non. Alors justement, par rapport à ces problèmes identifiés, on a parlé de problèmes sexuels et d'alcool, parentalité. Pour vous, quelles sont les solutions? Alors, il y a déjà différents types de solutions en fonction des problèmes. Concernant le problème aujourd'hui de l'alcool, il faut que soit créée une structure qui permette de soigner cette maladie qui est l'alcool ou le cannabis et qui détruit les familles, qui détruit les jeunes. Nous n'avons pas. Non, nous n'avons strictement rien. Nous avons Déclic, qui est quelque chose de très bien, mais Déclic est quelque chose une démarche volontaire où tout le monde ne peut pas aller, parce qu'il faut les moyens de transport, et surtout Déclic, ça n'est pas une cure de désintoxication. C'est une consultation. Voilà, c'est une consultation, c'est pas une cure de désintoxication. Aujourd'hui, que peut-on proposer aux personnes qui sont, aux jeunes qui ont des comportements déviants à cause de l'alcool ou du cannabis?
Eh ben, ça va être la prison, ça va être des tiges, ça va être le bracelet électronique, ça va être les foyers, les FAUO, FAEP, etc., mais qui ne soignent pas la maladie. Quand vous avez la rougeole, on vous soigne pour traiter la rougeole. L'alcool, le cannabis, c'est la même chose. Il faut créer quelque chose, un centre de réhabilitation. Et il ne sert à rien de vouloir dire les jeunes qui sont délinquants, on va les mettre dans un centre éducatif fermé, on va mettre de la prison. Ça ne sert strictement à rien. Les centres de réhabilitation existent déjà en France. Est-ce que ça porte des fruits? Est-ce qu'on a aujourd'hui des... Absolument. Nous allons d'ailleurs rencontrer un de ces centres qui est à côté de Calais, hein, pour voir comment nous pourrions travailler ensemble. Mais il faut soigner. Les gens ne sont pas alcooliques à la naissance. Ils ne le sont pas volontairement. Ils le deviennent. Et cela devient une maladie. Et de cette maladie découle la violence, les viols, etc., etc. Alors, il y a le projet de construction de maisons fermées, de maisons d'arrêt fermées pour mineurs. Est-ce que c'est une solution? C'est un des moyens. C'est un des moyens qu'on a à notre disposition dans l'arsenal. J'aurais tendance à dire que notre rôle, nous, au sein des services sociaux, c'est de renforcer plutôt l'accompagnement de proximité dans les cellules familiales. On parle depuis tout à l'heure de ce renforcement-là. Et j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où les jeunes sont déjà arrivés dans ce système à être pré-enfermés, on a raté tout ce que nous devions identifier, faire bien avant. Madame Lemoigne disait qu'on travaille avant la naissance, on travaille dans ce qu'on appelle la périnatalité. Il y a un certain nombre de professionnels en charge de ce dispositif. C'est un dispositif qui permet de travailler aussi bien sur les femmes, sur les jeunes parents, sur les futurs enfants. C'est à ce niveau-là, c'est à ce moment-là que nous devons mettre les moyens. Je dirais après, on a le système scolaire, après on a les systèmes d'insertion, mais quand on en arrive à un système d'enfermement, c'est un signe d'échec. C'est pas voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a. Et alors, oui, Madame la Présidente, je ne vous ai pas laissé la parole. Par rapport à ces maisons d'arrêt pour jeunes, vous en pensez quoi? Moi, j'étais assistante sociale au Camp Est, je connais bien la colonie pénitentiaire d'avant. Je peux vous dire que c'est quand même pas la solution. C'est vrai que c'est une des réponses. Elle arrive au bout de chaîne, alors. Tout à fait. Mais il faut justement travailler avant, faire de l'accompagnement, faire de la prévention, sensibiliser, accompagner les parents pour éviter justement qu'on en arrive à cette situation. Beaucoup de travail en profondeur à faire. On arrive presque au terme de cette émission. Cette émission, donc on l'a dit, on lance officiellement notre cause. En tant que média, comment peut-on vous aider? Quelles sont les démarches et actions qu'on peut faire? Vous avez votre rôle au plus proche de la population, donc aller à leur rencontre pour aussi leur poser la question de leur perception de la parentalité au XXIe siècle, avec l'accès justement dans les réseaux sociaux à l'information, à ce qui se passe aussi en dehors de la Nouvelle-Calédonie, comment les enfants sont valorisés, pris en compte dans d'autres pays. Voilà, je pense que votre rôle et ce qui est aussi aidant pour nos actions, c'est ça, c'est d'aller aussi les interroger pour recueillir vraiment leur point de vue, leur perception des choses et les outils qu'ils souhaiteraient voir mis en œuvre. On serait peut-être aussi étonnés de leurs réponses. Pour pouvoir faire des références avec les enfants à l'extérieur dans d'autres du pays, dans d'autres pays. Bien sûr. Pour la ZNC, les médias aujourd'hui ont un rôle très important dans la vie courante. Tout le monde a Facebook, tout le monde regarde la télévision. Et donc, de ce fait, votre rôle est très important. Votre rôle est très important pour faire comprendre que la violence, ça n'est pas
obligatoire. Ça n'est pas quelque chose qui va arriver. Faire comprendre que, comme le disait Adeline et la présidente, des actes de violence sexuelle, on n'a pas à les subir. Ce n'est pas normal. Donc là, vous avez un véritable rôle de montrer ce qu'est la vie d'un enfant. La vie d'un enfant normal, c'est d'être heureux, protégé, avoir droit à l'éducation. Bien entendu, quand je dis heureux et protégé, ça ne veut pas dire qu'on va tout lui passer. Parce que je suppose que dans une prochaine émission, vous parlerez de ce fameux problème de l'asticage des enfants. J'espère que vous en parlerez, parce que c'est quelque chose de très, très important. Donc, on doit protéger les enfants, et vous, c'est un rôle premier. Voilà, ce sera peut-être le thème de notre prochaine émission. C'est le mot de la fin, ça va très très vite. Avant de finir, un dernier remerciement à l'association des petits pansements du cœur, à la brigade de prévention de la délinquance juvénile avec qui nous collaborons déjà, et bien sûr nous souhaitons travailler avec un maximum de personnes. Et puis Philippe Boisseran qui est à l'origine de cette idée de soutenir une cause. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Adeline. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.